Ça va être la machine source sur TryHackMe. L'adresse IP cible, c'est celle-ci. C'est une machine de niveau facile. Et j'ai déjà lancé un scan Nmap pour balayer, enfin c'est pour scanner les ports de l'adresse IP cible qui est ici. J'ai rajouté des paramètres "-sv" pour énumérer les versions, "-sc" pour utiliser les scripts par défaut, "-t4" c'est pour aller un peu plus vite. J'ai pas précisé "-p-", mais je vais le lancer tout de suite. "-p", c'est pour balayer tous les ports. Pendant que ça balaye tous les ports, je regarde juste les ports principaux qui ont été retrouvés. Il y a un service SSH avec OpenSSH qui a l'air d'être sur une version à jour. La machine cible semble être une Ubuntu, donc une Linux. Je viens de voir un affichage de tous les ports et je n'ai pas plus d'informations, ça veut dire qu'il n'y a pas plus de ports ouverts. Donc on a un port 10 000. Moi tout de suite j'ai envie de regarder mini-serve s'il n'y a pas une vulnérabilité. Alors attendez, avant de faire ça, vu que c'est des activités manuelles, je vais lancer en background des activités automatisées. C'est-à-dire que je vais aller sur le site web http:// suivi de l'adresse IP. 2.10 000, il faut que je précise le port, parce que si je précise pas, il va se connecter au port 80 par défaut. Et je mets HTTP et pas HTTPS, puisqu'ici on voit bien que c'est du HTTP, sinon il y aurait marqué HTTPS ou alors SSL TLS. Du coup, je vais me connecter sur le site web directement. Ce site web utilise du SSL et c'est plutôt cette IP à la place. Ok, évidemment, je ne résous rien du tout, puisque il faut que je rajoute ça dans mon fichier etc hosts. Donc il faudrait que je copie-colle ça et que je le fasse résoudre vers cette IP. Donc je vais rajouter une ligne dans mon fichier etc host qui contiendra ce contenu. Je vais tout de suite modifier mon fichier etc host, donc vim etc hosts, et on va mettre ça à la place. Donc de cette manière-là, je vais pouvoir résoudre le nom plus facilement et je devrais peut-être pouvoir regarder sur https ce nom 2.10 000 puisque c'est le port de la machine. Et on voit que ça marche beaucoup mieux, j'arrive à résoudre l'interface de Webmin. Et donc en background, j'ai envie de lancer du coup un nicto-h pour spécifier le host. Je le lance, un gobuster dir-u. Alors gobuster pour brute forcer tous les répertoires du site web, dir pour préciser qu'on est en train effectivement de brute forcer les répertoires du site web, -u pour préciser l'URL, -w pour préciser une word list. Donc je précise une word list que j'ai l'habitude d'utiliser en général dans les challenges, qui est souvent commune dans les captures de flag, enfin dans les challenges. Ici il me dit qu'il y a un certificat invalide et qu'il a du mal à continuer parce que il n'a pas confiance en ce certificat. Il faut que je rajoute un -k pour lui dire de pas s'inquiéter si le serveur est invalide. Et il dit que tout de suite il y a un problème parce que le serveur retourne un HTTP 200 OK, quelle que soit l'URL, même quand on essaie d'accéder à des pages qui n'existent pas. Par exemple ici, il essaie de générer une adresse invalide, mais ça a donné un HTTP 200. Donc ça insinue qu'on va avoir du mal à faire du go-busting. Donc le Nicto semble rien donner d'intéressant, à part bien sûr Miniserve. Miniserve, j'ai tout de suite envie de regarder maintenant à la main si il y a des vulnérabilités connues dessus. Je vois que Miniserve, il n'a pas l'air d'en trouver. Je vais faire mini espace serve peut-être pour voir. Mini X, mini web server, mini web, HTTP server, peut-être que c'est ça. J'ai envie de lancer un Metasploit en background aussi pour regarder dessus. Et sinon, ce que je voulais chercher, c'était Webmin. Ah oui, c'est Webmin, ok. Je voulais chercher Webmin, les credentials par défaut. Donc Webmin default password dans Google. Pendant que ça cherche, je vais essayer admin admin et admin password qui sont les users et mots de passe les plus utilisés. Ok, login failed, admin. J'ai essayé admin comme mot de passe, maintenant je vais essayer password comme mot de passe, login failed. Maintenant je vais essayer de voir quels sont les mots de passe par défaut. Parce que là j'ai essayé de les deviner, mais en vrai il faut regarder sur internet. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait des mots de passe par défaut. Username root and my root password. Donc apparemment c'est quelque chose qu'on configure lors de l'installation. Donc d'abord on teste des mots de passe par défaut, des configurations par défaut un peu faiblardes. Ensuite on cherche des vulnérabilités. Et si vraiment on bloque, là on cherchera à faire du brute force. Le brute force de manière générale c'est quelque chose qu'on voit pas trop dans les challenges parce que on l'a fait une fois, deux fois, trois fois. En fait on l'a fait 10 fois, 20 fois, au bout d'un moment c'est saoulant. On sait comment ça marche, c'est pas forcément toujours intéressant de le faire d'un point de vue pédagogique. Alors SQLi ça peut être une idée, mais dans ce cas là tu trouveras une vulnérabilité de type SQL injection sur Webmin. Et à ce moment-là, soit tu vas retrouver une vulnérabilité que quelqu'un avait déjà trouvée avant toi, et dans ce cas-là, c'était plus simple de juste chercher s'il y avait une vulnérabilité connue, et du coup de trouver s'il y avait effectivement une SQL injection.
soit tu cherches vraiment une SQL injection, mais à ce moment-là, tu cherches une faille que personne n'avait trouvée. C'est quelque chose que j'essaie de faire en dernier recours, si jamais vraiment je n'ai rien trouvé avant et que j'ai du temps. Mais j'essaie de chercher plutôt sur des technologies moins connues. Parce que si jamais tu cherches une vulnérabilité sur un serveur 2IS, Microsoft 2IS 10.0 de Windows Server 2019, tu te doutes bien que ça va être super dur de trouver une faille, parce que je peux te garantir qu'il y a 10 000 pentesters qui sont passés avant toi dessus. Et donc si tu trouves, c'est possible, hein, ça existe, on en trouve régulièrement des failles. Enfin, tu vas pas la trouver comme ça quand même, faudra faire du fuzzing et tout. Moi je fais méta. Ouais, Metasploit, c'était une de mes idées. Je vais suivre d'ailleurs cette idée, je vais revenir là-dessus. Et j'ai envie de faire search de webmin. Je vois déjà des exploits. Je peux aussi faire search port 2.10 000. Et encore mieux, je dis search port 2.10 000. Je cherche le mot-clé webmin. Et je peux même préciser type 2.exploit pour dire que je ne veux que des choses du genre exploit. Donc je cherche tout ce qui est sur le port 10 000, par défaut, hein, qui concerne le mot-clé webmin, donc c'est le serveur web, et qui serait de type exploit. Je vois qu'il y a des exploits. Dans l'ordre, l'idée c'est de tester les exploits les plus récents possibles. Et donc peut-être 2019-08, ce serait le plus intéressant à tester, celui-là. Je peux faire use 3 par exemple. Et je vais faire info pour voir un petit peu de quoi il s'agit et de quelle version on parle. Ce module exploite une backdoor, donc une porte dérobée dans webmin dans les versions de 1.890 à 1.920. Et nous on est en 1.890. Donc déjà bingo, puisque 1.890 est censé être impacté par cette vulnérabilité. Je pourrais chercher à nouveau dans Searchploit. Tout à l'heure j'ai cherché Miniserve. C'est effectivement le nom du serveur web dans son title. Mais en fait le service qui lance Miniserve c'est Webmin. Pour un serveur web minimaliste. Webmin. Du coup je vois qu'il y a PHP MyWebmin, tout ça, ça me concerne pas. Par contre Webmin, cela, c'est intéressant. Et ici, toutes ces versions-là, moi je cherche 1.890 tout pile, il n'y est pas. Par contre, tout ce qui est inférieur à 1.920, il y est. Et donc je suis à peu près sûr que c'est le même exploit que celui de Metasploit. Je peux même préciser 1.890 ici. Searchploit est assez malin pour le retrouver. Pour rappel, Searchploit, c'est un petit outil qu'on peut installer sous Linux, qui est installé par défaut sur la distribution Kali Linux. Qui du coup va faire une agrégation, va essayer de retrouver toutes les informations qu'il trouve sur le site ExploitDB. ExploitDB qui est le site de référencement numéro 1 de tous les codes d'exploitation. Il peut y en avoir sur d'autres endroits, des gens... Enfin, il peut y avoir un chercheur de vulnérabilité qui va mettre son exploit sur son blog par exemple. Ça arrive des fois de trouver des exploits sur des blogs ou des trucs comme ça. Mais voilà, dans Searchploit déjà on trouve beaucoup de choses. Si je trouve toujours rien, je cherche à coup de Google. Et si vraiment je trouve rien, j'essaie de voir ailleurs. Par exemple un scan UDP, d'autres machines à attaquer, d'autres services et autres. Mais si vraiment j'ai fait le tour de tout, là je commence à chercher des vulnérabilités connues, c'est-à-dire sur les sites comme CVE Details, où je sais qu'il y aura des vulnérabilités connues, mais des exploits non publics, et j'essaie de trouver les exploits moi-même. C'est souvent pas facile, mais ça se fait, j'ai déjà fait plusieurs fois. Surtout quand il s'agit de sites web. Par exemple, quand il y a une XSS, c'est pas trop dur à retrouver finalement où se trouve la XSS, et surtout si on nous dit sur quelle page elle est. Et si vraiment il y a toujours rien, qu'il n'y a pas de vulnérabilité connue à ce jour, et que j'ai du temps disponible dans le cadre d'une mission, là je cherche une zero day. Et ça arrive d'en trouver, mais c'est rare, et ça prend du temps forcément. Parce qu'en général, on a 5 jours pour trouver un truc, et dans les 5 jours, on cherche pas de la zero day pendant 5 jours, on cherche de la zero day pendant la dernière demi-journée qui nous reste ou la dernière journée qui nous reste. Et donc ça se trouve, mais sur des technos connus, moins. Quand c'est des technos moins connus, oui. On peut regarder dans Searchploit cet exploit, voyons. Et voilà, j'allais dire, je parie que c'est le truc Metasploit, et c'est bien le cas. Donc c'est l'exploit de Metasploit qu'on a retrouvé là, donc là il n'y a pas photo. L'exploit le plus connu, on va dire, c'est cet exploit Metasploit, donc je vais regarder les options. Et on va essayer de le lancer sur la cible. Et là du coup, il ne faut pas que je précise l'adresse IP, il fallait vraiment préciser le nom du hôte que j'ai dû mettre dans mon fichier etc host pour pouvoir résoudre correctement l'URL, parce qu'il résolvait en HTTPS et non en HTTP. Donc il faut que je précise le port distance, c'est bien celui-là. Et il faut que je dise SSL true ici, parce qu'il y a false. Donc set SSL
true. Et je vais faire set remote host suivi du nom du hôte. Et je regarde à nouveau les options pour voir s'il me manque des choses. Déjà, je peux faire set localhost. Je peux mettre mon adresse IP. Il y a une astuce qui fait... C'est sur Tune0 qui a mon adresse IP. Plutôt que de retenir par cœur mon adresse IP ou de devoir la copier-coller à chaque fois, je peux faire set localhost et suivi du paramètre Tune0. Et normalement, il devrait pouvoir aller récupérer, ça a marché ici, il va récupérer l'adresse IP qui se trouve sur mon interface Tune0, ce qui permet d'éviter, de m'épargner l'exercice d'aller recopier-coller l'adresse IP à chaque fois. Donc c'est pas mal, c'est pratique. Tout ça c'est bien, je pense qu'on peut faire... Ah oui, j'aurais pu préciser juste l'IP en remote host et ici préciser le vhost. Mais maintenant, j'ai pas besoin puisque j'ai précisé directement le vhost comme remote host. Donc j'ai juste à faire exploit. Normalement, il devrait se passer quelque chose. On va voir. Alors, il dit que c'est non vulnérable. Voilà, on est en mini-serve 1.890. Donc, webmin, ça, exploit. Et on va regarder ce qu'on trouve. Tiens, il y a un GitHub. Unauthorized RCE. Ça m'intéresse. Ok, nickel, il est facile à utiliser. Ah oui, ouais, c'était la backdoor, ça, parce que vu comment elle est bidon, l'exploit. Elle est là, la vuln. Oh là là. Bon, ça, c'était une backdoor. C'est une vulnérabilité trop grave pour avoir été mise par accident. Ça a été mis volontairement. Ça doit être le même exploit que celui qu'on a sur Metasploit, mais comme Metasploit a l'air de galérer, je vais utiliser celui que j'ai retrouvé sur GitHub. Je vais l'appeler exploit.py, ça sera plus simple. Et je vais faire un Python 3 de exploit.py pour voir le manuel. Et ils disent de faire suivi de l'adresse IP. Moi, je vais préciser pas l'adresse IP, mais le nom du hôte pour pouvoir résoudre correctement le vrai service. Suivi du port, 10 000. Et suivi de la commande ID. On va essayer de faire la commande ID, voyons. Ah ouais, ok. Non, c'est pas possible. J'ai rêvé. Non, attendez. Je vais taper hostname. Source, ok. Oh là là, ok. Où am I? On voit qu'on est root, mais c'est pas possible, on est déjà root. Mais enfin, je veux dire, il n'y a pas de challenge. Si c'est ça, le challenge est déjà fini. Bon, on va regarder ça. Mais on va juste se donner un reverse shell, c'est-à-dire que je vais me mettre en écoute sur un port sur ma machine attaquante. Et je vais renvoyer un shell depuis la machine victime, puisque j'arrive à exécuter du code sur la machine victime. Donc je vais faire en sorte que la machine victime me renvoie son reverse shell. Donc voilà. Pentest Monkey, sinon on peut utiliser rev.shell. Sinon on peut utiliser un plugin, enfin bon. C'est pas bien important finalement. N'importe quel reverse shell fera l'affaire. Et donc je vais renvoyer un reverse shell vers mon adresse IP. J'ai précisé le port 9001 du coup. Je vais quitter Metasploit d'ailleurs, il est nul. Enfin, il est nul. J'aime bien dire que quelque chose est nul quand ça marche pas. Alors qu'en vrai c'est tellement génial Metasploit. L'autre jour j'ai dit Burp Suite ça marche pas, c'est nul. Alors qu'en vrai c'est trop pratique. Du coup je vais lancer, au lieu de un Who am I, je vais renvoyer un reverse shell vers mon adresse IP. Pour ça d'abord je me mets en écoute sur le port 9001. Et je fais entrer ici et voyons ce qui se passe. Ah, j'ai pas eu mon reverse shell, voyons. Ok, je soupçonne grandement qu'il s'agisse d'un mauvais encodage des caractères, notamment du caractère AND ou e-commercial ou ampersand. Vous le prononcez comme vous voudrez. Moi, j'aime bien dire e-commercial ou AND pour faire court. Une astuce pour l'encoder, du coup, c'est de l'encoder en base 64. Ici, je vais faire un écho de ce code bash que je vais piper dans base 64. Ça va me donner ce code base 64. Et je peux du coup exécuter sur la machine victime un écho de ce base 64 que je vais piper dans base 64-d, que je vais piper dans bash. Ce qui permet du coup d'interpréter, enfin en gros d'utiliser des caractères imprimables sans m'inquiéter. Ensuite de le décoder et de l'interpréter directement sans avoir à l'afficher, ce qui permet d'éviter les incompatibilités d'affichage de caractères spéciaux. Et donc je vais exécuter ça comme commande. Voyons ce que ça donne. Est-ce que ça m'a donné un shell? Non. Non, c'est tout simplement qu'il faut enlever les simples quotes. Ici, je vais mettre des doubles quotes. En vrai, il n'y a même pas besoin de double quotes. C'est justement l'intérêt du base 64. C'est que comme les caractères sont imprimables, il n'y a pas de caractères spéciaux. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de les mettre entre simples quotes. Par exemple, le caractère $, ne sera pas interprété de toute façon, quoi. Alors, on va essayer ça, voyons. Ça marche pas mieux. Qu'est-ce qui va pas du coup? Écho de ça, pipe bash 64, pipe bash. Si, alors, est-ce que je dois pas faire %2b ici pour les plus? Pas sûr.
mais je vais le faire. Donc je vais essayer d'encoder les plus en hexadécimal. Et plus en hexadécimal, ça donne %2b. Enfin 0x2b, mais en URL encoding... Ah, ça mouline. Ah, ça a marché. Donc en fait, j'y reviens pour vous expliquer juste ce qui s'est passé. Donc là j'ai un shell, hein, vous avez vu, hein, je suis root, c'est bon. Donc l'idée en fait c'est qu'ici j'avais un plus, et ici j'avais un plus. L'idée c'est que quand on utilise un plus dans une requête HTTP, le serveur web l'interprète comme un espace. Donc plus, c'est comme si c'était un %20, puisque 20 c'est le code hexadécimal du caractère espace. Donc %20, on met %20 parce que % c'est pour dire que c'est de l'hexadécimal, mais en termes HTML en fait. Du coup, le plus, je dois l'encoder en hexadécimal, %2b, puisque quand je vais dans un convertisseur, par exemple décodeur ici, je convertis le plus en hexadécimal, encode as URL. Voilà, il me dit URL encodé, ça donne %2b. C'est pour ça que je dois l'encoder en format URL encodé. %2b. Si je l'avais encodé en hexadécimal d'ailleurs, ça aurait peut-être été possible. C'était probablement l'idée, mais le plus simple c'est de l'encoder en base 64, ça évite de se prendre le fou. Mais sinon, voilà, on aurait pu encoder le et commercial, ça aurait donné %26 par exemple. Ça permet d'éviter d'avoir des anomalies de caractères. Ici je suis en listening, je vais faire entrer et ça va me renvoyer un reverse shell, ok. Who am I, je suis root, donc je vais me donner un shell tty, which Python. Il y a Python, donc je vais faire un python-c import pty.spawn bin bash. Comme ça, j'obtiens un shell tty. Je vais dans /root ls, il y a le flag root.txt. Ouais, donc la morale de l'histoire, c'est faites attention à vos mises à jour. Passez une bonne soirée tout le monde. Bye bye.